Bonjour chers amis internautes de Sunusat TV. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis, précisément à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour voir notre invité afin de discuter sur le thème le cadre juridique des marchés publics au Sénégal. Bonjour Mafal. Bonjour Monsieur Lo. Vous êtes titulaire d'un Master 2 en droit public général. Vous êtes élève ingénieur en droit de la commande publique et vous avez aussi effectué un stage à la direction centrale des marchés publics de Kaolack. N'est-ce pas, c'est vrai? N'est-ce pas, tout à fait. Voilà. Mafal, aujourd'hui nous allons discuter sur le cadre juridique des marchés publics au Sénégal. Si on devait définir les marchés publics, qu'est-ce qu'on allait dire? Bonjour Monsieur Lo, merci pour votre invitation. Alors, les marchés publics, la définition que l'on propose, c'est une définition tirée du Code des marchés publics, de l'article 4 du Code des marchés publics. Alors, cet article définit les marchés publics comme étant un contrat écrit, donc conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour satisfaire ses besoins de services, de fourniture et de travaux, ou bien un marché combinant tous ces services-là. Alors, les marchés publics sont des contrats administratifs, à l'exception des contrats passés par les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les sociétés nationales. Donc, vous avez donné une définition des marchés publics comme étant un contrat public. Donc, qui dit contrat parle de relation entre deux personnes ou plusieurs personnes. Exactement. Donc, au-delà de la personne morale de droit public que nous avons comme co-contractant, quelle autre personne susceptible de s'engager dans les marchés publics? D'accord. Le contrat de marché public est conclu entre une personne publique, qu'on appelle autorité contractante, et une entreprise privée. Alors, cette entreprise peut être une entreprise nationale, une entreprise communautaire, une entreprise internationale. Mais dans tous les cas, cette entreprise a pour mission de satisfaire les besoins qui ont été fixés par l'autorité contractante moyennant rémunération. Est-ce que deux personnes publiques peuvent s'engager dans les marchés publics? Oui, deux personnes peuvent s'engager dans un contrat, bien sûr, de marché public. Deux personnes morales de droit public? Deux personnes morales de droit public. Oui. Donc, existe-t-il une typologie des marchés publics au Sénégal? Oui, on peut faire une typologie des marchés publics selon plusieurs critères. On peut faire une typologie selon le besoin à satisfaire, que ce soit un besoin en matière de services, de travaux ou de fourniture. Aussi, on peut faire une typologie des marchés publics selon la procédure de passation du marché. Que l'on s'inscrit dans une logique d'entente directe, d'appel d'offres restreint, ou bien dans le cadre d'une DRP, une demande de renseignement et de prix, ou bien dans des marchés de clientèle ou de commande. Donc on peut faire un ensemble de typologies des marchés publics. Donc, quelle est la différence entre une entente directe et un marché de renseignement dont vous avez tout à l'heure parlé? L'entente directe, c'est un marché dont l'administration passe avec une personne, une entreprise. Mais dans le cadre de l'entente directe, on ne passe pas par les procédures communes donc de passation, c'est-à-dire l'appel d'offres. Et c'est une procédure dérogatoire que l'administration utilise pour conclure un marché. C'est-à-dire ce sont ce qu'on appelait avant les marchés de gré à gré. L'administration lui-même choisit un co-contractant, lui demande de soumettre une offre et ils vont conclure un contrat sans pour autant passer par l'appel d'offres qui est ouvert. Alors par rapport à la différence entre... la question c'était la différence entre... une entente directe et le marché de renseignement. Donc les DRP, demande de renseignement de prix. Alors les DRP ce sont des marchés à des coûts moins, ne dépensant pas généralement les 50 millions. Donc il n'y a pas véritablement une différence entre les deux, ou bien c'est une différence de niveau. Parce que les ententes directes, on les classe, on peut faire la différence entre les ententes directes et l'appel d'offres. Et concernant les ententes directes, est-ce qu'il y a une somme fixée par la réglementation, c'est-à-dire les lois ou bien les décrets qui réglementent les marchés publics? Non, par rapport à l'entente directe, il n'y a pas une somme fixée. Il y a des conditions. Mais maintenant, lorsque ces conditions-là sont réunies, on peut passer par l'entente directe. Et quelles sont ces conditions? Les conditions, il y en a un certain nombre, 4 ou 5 principalement. Mais parmi ces conditions, la plus saillante, c'est l'exclusivité, par exemple. Lorsqu'on est dans un domaine où il y a une seule entreprise qui peut satisfaire les besoins de l'autorité, l'autorité alors passe directement
signe directement un contrat avec cette entreprise. N'y a-t-il pas une discrimination l'entente directe? L'analyse peut aller dans ce sens-là, mais en réalité, ce n'est pas une discrimination. Parce qu'on sait qu'à traitement égal, à situation égale, à traitement égal. Mais là, on est dans des situations différentes. Il y a une seule entreprise qui a l'exclusivité, ou bien on est dans une situation d'urgence impérieuse, où l'administration est obligée de signer un contrat donc, dans des délais très réduits. Ou bien on est dans une situation de marché secret. Par exemple, pour fournir à l'administration, surtout les corps de défense et de sécurité, leur armement et tout. Donc on est dans des marchés secrets. L'administration est dans une logique de se protéger, de protéger aussi l'État. Donc pourquoi vous parlez de marché secret? Oui, marché secret. Alors qu'on est dans le cadre public. Oui, marché secret parce que l'État aussi se doit de se protéger. On est dans un système international. L'État ne peut pas divulguer là où il achète ses armes, par exemple. L'État ne peut pas donner libre accès à ces marchés-là. Donc la logique là, l'argument, c'est la protection. L'État doit se protéger dans ce cas-là. C'est pourquoi on parle de marché secret. De marché secret. Donc au-delà de l'État, on voit aussi le caractère de l'État étendu dans d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple les collectivités. Est-ce que ces collectivités-là ont la possibilité de passer une entente directe? Oui, toutes les autorités contractantes ont la capacité, ont le droit, si les conditions sont réunies, de passer une entente directe. Mais il y a des obligations aussi qui s'y ajoutent, c'est-à-dire que lorsque vous décidez de passer par l'entente directe, vous avez l'obligation de saisir la DCMP, c'est-à-dire la Direction centrale des marchés publics, qui va vous donner une autorisation. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. D'accord. Quel est le rôle des marchés publics? Alors, le rôle des marchés publics, on peut étudier ce rôle-là à travers plusieurs dimensions. Par exemple, non seulement l'État a besoin de fonctionner. Pour cela, il a besoin donc de services. Il a besoin de bâtiments où loger, il a besoin de fournitures, il a besoin d'électricité, il a besoin de plusieurs choses. C'est à travers ces contrats de marché public-là que l'État parvient à satisfaire ses besoins. D'autre part aussi, l'État a en charge de l'intérêt général, c'est-à-dire il doit fournir des services aux populations. Et c'est à travers ces marchés publics-là aussi que l'État parvient à satisfaire ces besoins-là. Alors, si on peut aussi parler de rôle, c'est par rapport aux entreprises. Ils ont besoin de marchés pour avoir gain, pour fonctionner. Alors, les marchés publics sont véritablement un domaine très fluctuant où les entreprises peuvent gagner beaucoup. Est-ce que le système sénégalais des marchés publics favorise la compétitivité? Oui, la compétitivité est un principe. Parce que vous allez voir qu'il y a, par exemple, les principes de publicité, les principes de libre accès. Tous ces principes-là sont érigés pour permettre à toutes les entreprises, que ce soit nationales ou communautaires, de pouvoir faire des offres et participer au marché public sénégalais. Au marché public sénégalais. Ce qui veut dire qu'il y a la compétitivité. Oui, de facto, il y a la compétitivité. Non, pas de facto. On est dans le cadre d'un système que l'on veut, donc transparent en fait. Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de compétitivité, on ne peut pas déceler une certaine transparence. En tout cas, tous les mécanismes sont prévus pour une compétitivité. Et l'ARMP, devenu aujourd'hui l'ARCOP, joue ce rôle-là donc de garant de tous ces principes-là qui régissent aujourd'hui les marchés publics sénégalais. Effectivement. Donc, qui dit marché public aussi parle de relations contractuelles. Exactement. Et une relation contractuelle nécessite forcément une réglementation. Tout à fait. Comment est réglementé les marchés publics au Sénégal? Alors, la réglementation des marchés publics, la plupart de ces réglementations nous est issue des normes communautaires, des normes de l'UEMOA. Il y a eu des directives depuis 2005 qui viennent régir le domaine des marchés publics. Alors ces directives-là ont été transposées dans les lois sénégalaises à travers le décret portant compte des marchés publics. Mais aussi, il y a une partie de la Constitution qui réglemente aussi les marchés publics. En dehors de la Constitution, il y a aussi la loi sur l'administration, la loi portant code de l'administration, qui aussi a un impact, a une partie qui est réservée au marché public. Ensuite, il y a aussi d'autres arrêtés qui viennent régir le domaine. Donc, vu votre argumentation, vous avez cité plusieurs textes. Et aussi, quand on parle de droit aussi, on fait référence à la hiérarchie des normes. Exactement. Et qui parle de l'hiérarchie des normes,
parle de l'obéissance de la norme inférieure aux normes supérieures. Donc, tantôt vous avez parlé de la Constitution, tantôt vous avez parlé de normes communautaires, de lois, décrets, arrêtés, etc. Est-ce qu'il peut, vu donc, toute cette réglementation-là et textes différents-là, est-ce qu'on peut noter un certain conflit d'intérêts entre ces textes-là? Oui, peut-être, mais c'est relativement rare. Parce que quand même, la Constitution définit les axes majeurs. C'est qu'une Constitution, elle est abstraite. Donc, elle ne va pas dans les détails. Elle pose seulement les principes de libre accès à la commande publique, tels que ces principes d'égalité. Maintenant, il y a la norme communautaire aujourd'hui qui réglemente la matière. Et ces dispositions communautaires ont été reprises, comme je l'ai dit, au niveau du Code des marchés publics, qui est un décret. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est la valeur de ce code-là, c'est un décret. Donc, une partie de la doctrine voudrait que le code soit exprimé en termes de loi. Parce qu'il peut y avoir des différences entre, par exemple, le code des marchés publics et le code des collectivités territoriales. Et là, se pose la question, quelle est la réglementation qui prime, laquelle règlement doit s'appliquer. On sait que, selon le pyramide des normes, les lois sont au-dessus des décrets. Alors là, ça va se poser un problème et il appartiendra peut-être au juge de décider quelle est la réglementation qui va se Donc, à chaque fois qu'il y a conflit, on va saisir le juge. Oui, mais dans certains cas bien précis. Alors, le juge des marchés publics, c'est le juge administratif. D'accord. C'est le juge administratif. Donc maintenant là, il faut faire la différence entre... Il y a deux contentieux. Il y a le contentieux de la légalité en matière administrative qui est soumis directement au Cour suprême. Il y a aussi le contentieux de droit commun. C'est-à-dire en matière, par exemple, d'exécution, dans le cadre de l'exécution du contrat, par exemple, c'est un contentieux de droit commun où c'est le tribunal de grande instance qui est compétent en premier ressort. Là, ça entre dans le cadre de la réparation, en cas de préjudice, etc. Oui, exactement, dans le cadre de l'exécution. D'accord. Et on va revenir aussi sur le système de passation des marchés. Comment est organisé donc le système de passation des marchés? Alors, les structures ou bien? Donc le système, quand on parle de système, on parle forcément de structure, de règles, etc. Quand on parle de système, on vise donc les acteurs. Et parmi les acteurs, il y a l'acheteur, et généralement l'État. L'État, les établissements publics, les sociétés nationales, les collectivités locales. L'État et ses démembrements de façon générale. Il y a l'acheteur qui est l'État, il y a les entreprises soumissionnaires aussi, qui sont des acteurs du système. Ensuite, il y a les autorités de régulation aussi, telles que l'ARMP, telles que la DSMP qui interviennent. Il y a aussi les bailleurs. Les bailleurs, c'est eux qui financent. C'est par exemple la Banque mondiale, c'est la Banque africaine de développement, c'est les autres bailleurs qui donnent à l'État les moyens de satisfaire ces besoins-là. Donc, est-ce qu'au niveau des autorités de régulation, à savoir la DSMP ou l'ARMP, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre ces deux autorités-là? En réalité, il n'y a pas de hiérarchie. L'ARMP est une structure, plutôt la DSMP, est une structure qui est liée directement au ministère des Finances. Alors que l'ARMP est une autorité administrative indépendante par rapport à l'administration centrale. Donc c'est deux niveaux différents qui jouent deux rôles différents. Qui a les pouvoirs les plus étendus entre l'ARMP et la DSMP? Je dirais l'ARMP. C'est l'autorité de régulation. Mais est-ce que l'ARMP peut donner, dans le cadre des marchés publics, une injonction donc à la DSMP? Parce que en tout cas, la DSMP donne des avis. Par exemple, à une autorité contractante. Cette autorité peut attaquer cet avis-là qui est donné par la DSMP au niveau de l'ARMP. Et les décisions que donne l'ARMP s'imposent à tous, s'imposent non seulement à la DSMP, mais s'imposent à l'autorité contractante et aussi aux entreprises. Par exemple, lorsque la DSMP a été saisie, lui, elle donne tout simplement un avis. Exactement. Ce qui veut dire que même si le marché n'est pas conforme, elle ne donne qu'un avis. Exactement. Alors que l'ARMP donne une décision. Donc, ce qui veut dire que la décision que va donner l'ARMP est susceptible d'un recours
Oui, tout à fait, devant le juge administratif. D'accord. Et parlez-nous un peu aussi de manière substantielle de la DSMP, puisque vous avez fait un stage là-bas. Donc, comment ça s'est passé votre stage? Alors, la DSMP est une structure de l'État affiliée au ministère des Finances. Sa mission principale est le contrôle a priori des marchés publics, des procédures de passation des marchés publics. Donc pour cela, il fait 3 contrôles. Un premier contrôle, ce qu'on appelle le contrôle des préalables, c'est-à-dire elle contrôle les DAO, les dossiers d'appel d'offres, est-ce qu'ils sont conformes ou pas. Après les DAO, lorsque le marché est lancé, les PV d'ouverture des prix, les PV d'attribution provisoire sont aussi contrôlés par la DSMP. Aussi, en dernier lieu, la DSMP effectue aussi un contrôle sur les pré-contrats en fait. Lorsque vous établissez un contrat, la DSMP veille à ce que les clauses techniques et juridiques respectent la réglementation en vigueur. En dehors de cela, la DSMP aussi offre des formations, surtout aux autorités contractantes et les cellules de passation des marchés, les commissions de passation des marchés. La DSMP les accompagne dans le cadre donc des modules de formation qu'elle donne. Donc vous avez eu à faire donc un stage là-bas. Comment c'était passé? Alors le stage s'est très bien passé. J'avais pour mission principale durant ces stages-là parfois de contrôle des DAO et autres. Est-ce que vous descendiez sur le terrain pour apprécier, etc.? Non, la DSMP ne descend jamais sur le terrain. Et ça aussi, c'est un peu une critique que les gens font par rapport à la DSMP. Moi-même, j'ai une fois posé la question à mon supérieur, parce qu'il y avait un marché qui était là. Le marché, l'autorité contractante demandait l'autorisation pour passer le marché par entente directe. Alors pour cela, il devait motiver sa demande. Donc il a donné des motifs, l'autorité elle a donné des motifs. J'ai posé la question de savoir à mon supérieur, est-ce qu'en réalité on ne devrait pas aller sur le terrain pour voir est-ce que les motifs soulevés sont véritablement réels. Il m'a dit non, la DCP n'a pas cette prérogative-là. Donc elle ne fait que des contrôles sur papier. Selon vous, c'est une absence d'autorité ou bien manque de motivation ou bien manque de moyens? Non, c'est parce que la loi, je pense, ne lui autorise pas. Ou bien elle-même s'autolimite à faire cela. On va toucher donc le dernier cadre. On va parler juste de la nouvelle réglementation. Donc depuis, on parle de décret sur les marchés publics, etc. Quel a été l'objectif donc de ce décret? Alors ce décret-là vient un peu préciser le cadre des marchés publics et prendre en compte aussi les dernières réformes. Et moi, le point le plus marquant, c'est la prise en compte des préoccupations environnementales. Parce que le nouveau code aujourd'hui intègre plusieurs éléments qui sont relatifs à l'environnement, à la protection de l'environnement. Mais aussi donne une place plus pondérante aux PME et aux PMI, les petites et moyennes entreprises, qui aujourd'hui on leur accorde une place importante dans le cadre des marchés publics. Les marchés publics. Est-ce qu'aussi il y a possibilité de sous-traitance au niveau des marchés publics? Oui, la possibilité est toujours là depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est ici que nous allons mettre à terme donc, notre émission. Ça a été toujours un plaisir de vous recevoir. Donc avant de boucler la boucle, je vais vous permettre de donner vos derniers mots. D'accord, ce sont des mots de remerciement. Donc, je vous remercie de m'avoir associé à cette activité. Et j'espère qu'on aura dans le futur d'autres rencontres comme ça. On pourra donner l'occasion à des étudiants comme moi qui n'ont pas encore assez d'expérience quand même de pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de questions. Alors je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à Mafal Thiam. Donc c'est à nous de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, vous êtes juriste en formation. Vous êtes titulaire d'un Master 2 en droit public général, vous êtes élève ingénieur en droit de la commande publique et vous avez eu à effectuer un stage à la direction centrale des marchés publics de Kaolack. C'était un plaisir, Mafal, de vous recevoir pour discuter sur le cadre juridique des marchés publics au Sénégal. Donc merci beaucoup, chers internautes, à très bientôt.
Bonjour chers amis internautes de Sunnyside TV. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis, plus précisément à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour discuter avec notre invité la situation préoccupante du G5 Sahel. Nous sommes en compagnie de Kelly Sakine Ouardougou. Bonjour Ouardougou. Bonjour Maudou. Oui, je rappelle, vous êtes juriste en formation, vous êtes étudiant en 3e année de droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, membre de plusieurs associations comme le Cercle des publicistes, le Club OHADA, UGB. Vous êtes entre autres l'actuel président de l'association pour la scolarisation et la sensibilisation des jeunes tchadiens à Saint-Louis, conseiller à la coordination des étudiants étrangers de Saint-Louis. Vous étiez le président de l'amicale des étudiants et élèves tchadiens à Saint-Louis, engagé pour une gestion rigoureuse et transparente des affaires publiques au Tchad. Entre autres, vous êtes aussi un fidèle et amoureux panafricaniste. Donc, Ouardougou, expliquez-nous un peu de la situation du G5 Sahel. Merci beaucoup. Et avant tout, je voulais faire une petite précision. Je ne suis pas le président de l'association pour la scolarisation et la sensibilisation des jeunes tchadiens, mais je suis le représentant de cette association à Saint-Louis. Donc là-bas se trouve en réalité au Tchad. Et je voulais d'abord vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer, parce que cela favorise en réalité, donne la possibilité aux étudiants de pouvoir donner leur avis sur les questions qui touchent les intérêts nationaux, sous-régionaux ou encore régionaux. Cela étant dit, par rapport au G5 Sahel, il faut qu'on fasse une sorte de rétrospection pour voir dans quel contexte même le G5 Sahel est né en réalité. On se rappelle très bien qu'en 2011, la France, accompagnée de ses alliés occidentaux, ont bombardé, les termes ont bien le sens, bombardé la Libye pour assassiner le président qui était en place, le colonel Mohamed Gaddafi. Et c'était pour des buts personnels et non pas comme ils le brandissent, sauver la démocratie, sauver le peuple qui se vit une sorte de dictature, etc. Il n'y en avait pas de tout ça, entre guillemets, mais c'était pour des intérêts personnels. On a attaqué Mohamed Gaddafi, on l'a tué, la Libye est détruite. La Libye devient une sorte d'espace où jaillit en réalité beaucoup de crimes. Et la situation est devenue préoccupante jusqu'à inclure beaucoup d'autres également pays. Le Mali, le Tchad, vers le nord, le Niger, etc., etc. Le terrorisme a jailli, la criminalité transnationale a jailli, etc., etc. Et on se rappelle également en 2012, les djihadistes étaient aux portes de Bamako pour, entre guillemets, prendre le pouvoir. Et les autorités de l'époque malienne avaient fait une demande, formulé une demande aux autorités françaises de l'époque. Une demande d'assistance technique. C'était en quelle année? C'était en 2012. 2012. Assistance avant technique. l'arrivée de la force Barkhane. Exactement. Assistance technique et stratégique en réalité. Avec les informations, etc., etc. Mais le Mali à l'époque n'avait pas demandé une intervention militaire française. Il avait demandé juste un soutien logistique et un appui technique en réalité. Mais ce qui s'est passé, c'est autre. On a vu l'intervention même française au Mali par le biais d'abord de l'opération Serval. Et on se demande même d'ailleurs comment s'est passé ce truc-là en réalité. Le ministre Choguel Kokala Maïga... Il n'y a pas une coopération entre le Mali et la France? En réalité, ce n'est pas une coopération. Parce que comme l'explique Choguel Kokala Maïga, le premier ministre actuel de la transition malienne, le Mali à l'époque avait formulé une demande d'assistance technique et d'appui logistique. Mais les Français, contre toute attente, ont imposé, c'est-à-dire d'intervenir au Mali avec une force, une opération. Et ça, on ne peut pas en réalité le concevoir comme une sorte de coopération, si ce n'est une sorte de domination ou en tout cas de forcing, etc. Donc l'armée française vient via l'opération Serval, épaulée notamment par des militaires tchadiens qui ont été envoyés 2013
par le président Idriss Déby Itno, fait Idriss Déby Itno. Et plus tard, en 2014, l'opération Serval change de nom. Donc la France avait augmenté son effectif dans la région via l'opération Barkhane. Donc dans cette même année 2014, les dirigeants accompagnés de la France ont eu ce souhait de créer un cadre en réalité régional pour permettre efficacement de lutter contre le terrorisme. Mais là aussi, certains analystes, notamment certains panafricanistes, pensent qu'en réalité, ce n'est pas une idée pour un cadre de coordination au niveau régional, mais c'est plutôt une sorte d'opération pour légitimer toujours la présence française en Afrique. Du 15 au 17 février, réunis à Nouakchott, le président Idriss Déby Itno, le président Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, le président nigérien de l'époque Issoufou, le président burkinabé de l'époque également Blaise Compaoré et le président malien donc de l'époque avait annoncé via un communiqué final la création du G5 Sahel. Et la convention portant création du G5 Sahel a été signée en réalité en décembre 2014 de la même année. Et entre-temps, il y a eu un petit changement parce que le président Compaoré avait remplacé et avait le président de la transition qui avait signé donc la convention. Donc justement, avant de revenir sur le nouveau contexte donc, qui survit à certains pays du G5 Sahel, on va juste revenir pour parler des objectifs, les principaux objectifs du G5. D'accord. Par rapport aux principaux objectifs du G5 Sahel, en réalité, c'est axé sur deux éléments importants. Développement, sécurité. Parce que pour les dirigeants, sécurité et développement sont deux choses qui sont liées et inséparables. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de développement. Et le contexte était que l'insécurité, elle est grandissante. Est-ce que dans une région où on parle de guerre, on parle de terrorisme, etc., est-ce qu'on peut parler de développement? D'autant plus que c'est la région la plus pauvre, si on peut le dire ainsi. C'est pourquoi la sécurité et le développement considérés comme des choses qui ne peuvent être séparées. Donc on s'occupe d'abord de l'aspect sécurité. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas de développement, ça c'est sûr. L'insécurité, et avec le terrorisme, la criminalité transnationale, etc. Ce sont des facteurs qui ne favorisent pas en réalité le développement social et économique d'un pays. Raison pour laquelle ils avaient axé l'objectif du G5 Sahel sur des poumons principaux, sécurité et développement. On s'occupe de sécurité et en même temps on s'occupe du développement. Exactement. Et quelles sont les stratégies mise en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? En réalité, pour atteindre ces objectifs, il faut le prendre un par un. D'abord, aspect développement. Parce que l'on se rappelle que la première des choses, en tout cas l'un des premiers éléments qui ont permis au G5 Sahel de décoller, c'est l'aspect développement. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir qu'on s'occupe d'abord du développement avant d'intervenir sur le plan sécurité. Donc, il y avait un certain nombre de projets qui finançaient là et là par des bailleurs ou par des amis entre guillemets de ces pays-là pour favoriser un certain nombre de projets dans la région, donc dans le Sahel. Construction, accès à l'eau potable, à l'éducation, etc., etc. Il y a également le projet Alliance Sahel, on se rappelle très bien. Et par la suite, il y a également l'aspect sécurité. Mais l'aspect sécurité, au départ, ce n'était pas aussi d'une envergure. Parce que c'était chaque pays fait ses actions de son côté, malgré qu'il y a ce qu'on appelle le G5 Sahel. Il n'y avait pas une coordination en fait. Au départ, il n'y avait pas une coordination. Donc, quand est-ce que la force conjointe a été créée? La force conjointe du G5 Sahel a été mise en place en réalité en 2017. Parce qu'on se rappelle que ça a été annoncé en 2015 déjà. Mais concrètement, on l'a mis en place en 2017. Donc chaque État partait en solo en fait, faisait des missions pour repousser les djihadistes. Exactement, au départ c'était comme ça. Chaque État faisait en solo et épaulé par la France, notamment via Barkhane. Et pour quelle contrepartie? Les contreparties, là, il faut demander la question aux dirigeants en réalité. Parce que comment peut-on comprendre que la France est là, elle s'est dit entre guillemets, sauveur de l'Afrique, et sans pour autant qu'elle reçoit des contreparties? Ça, c'est impossible. On sait aujourd'hui que
Les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts à défendre. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un président français qui le dit, général de Gaulle. Donc, certainement, il y aura des contreparties, mais lesquelles, on ne sait pas. Quels sont les termes, on n'en sait pas. Ce sont les dirigeants qui doivent répondre à cette question. À ces questions-là. Exactement. Mais est-ce que le fait que la France s'immisce dans l'organisation du G5 Sahel n'a pas posé de problème, surtout en termes de gestion de cette organisation? Effectivement, il y aura des problèmes. Parce que je disais tout à l'heure que certains panafricanistes pensent que le G5 Sahel n'est pas une idée de présidence africaine, entre guillemets. Mais c'est une idée de la France qui, pour légitimer sa présence ici en Afrique, donc, et dire que effectivement les pays africains veulent prendre leurs responsabilités, on va les aider via nos opérations jusqu'à ce qu'ils atteignent un seuil d'intervention ou des opérations qui permettent d'endiguer le terrorisme dans la région. Mais ce n'est pas du tout vrai. La France est là par le biais du G5 Sahel pour légitimer toujours sa présence. Mais est-ce qu'on peut parler, après longtemps avoir été créé, parler de réussite? On ne peut pas parler de réussite en réalité. Pourquoi on ne peut pas parler de réussite? On ne peut pas parler de réussite du fait de justement beaucoup d'éléments. D'abord, du point de vue opérationnel. Le G5 Sahel n'est pas du tout opérationnel, entre guillemets. Pourquoi vous dites ça? Il n'est pas du tout opérationnel. Parce que si vous prenez le bilan depuis sa création en 2014 jusqu'à aujourd'hui, mais les bilans, c'est en réalité, certains pensent même que c'est une sorte de coquille vide. Mais est-ce qu'on peut parler de bilan donc négatif d'une organisation où peut-être avec son entrée en vigueur, on a vu donc la puissance des djihadistes diminuer? Non, on peut pas. Avec sa force militaire. On ne peut pas parler en réalité de conséquences, ou en tout cas de bilan négatif. Mais de toutes les façons, bon, on peut parler entre autres de bilan négatif. Mais comment justement l'articuler ces bilans? Comment articuler ces bilans négatifs-là? Je disais tantôt, c'est lié d'abord aux opérations. Depuis que la force conjointe a été créée, la première d'ailleurs opération qu'elle a eu à mener, c'était en 2017, novembre 2017. C'est une opération d'une grande envergure, entre guillemets. Mais depuis jusqu'à présent, quelles sont les différentes opérations qu'elle a menées dans la région pour endiguer le terrorisme? Et chaque jour, quand on se lève le matin, on entend à la radio et à la télé, les terroristes ont bombardé telle partie, on a tué des civils par-ci, mais alors que l'objectif était de coordonner les actions de ces pays-là pour lutter contre le terrorisme. Mais si on n'arrive pas à lutter contre le terrorisme, mais on a des... Mais est-ce qu'on peut coordonner des actions à des pays qui ne partagent pas le même objectif? Si aujourd'hui on voit le Tchad, si aujourd'hui on voit le Burkina Faso ou bien le Mali, on ne partage pas la même opinion. Avec par exemple les coups d'État qui ont été perpétrés, par exemple au Burkina Faso et au Mali. La France aussi qui ne jouit pas de droit à ces pays-là. Justement, dans ces contextes, parce que le contexte entre-temps a changé. C'est pourquoi quand on parle d'un contexte à un contexte, les questions ne seront pas les mêmes. Parce qu'on était dans un contexte où les pays se coordonnaient entre eux et tous les présidents se coordonnaient entre eux. Et ils ont, entre guillemets, la bénédiction de la France. Mais aujourd'hui, le contexte a changé effectivement. Nous avons le Mali qui est là, de ce côté. Nous avons le Burkina également qui est là, de ce côté, qui ne parle pas avec la France le même langage. Et justement, quand on voit ça, on a le droit de s'interroger sur ceux qui disent qu'en réalité, le G5 Sahel n'est qu'une opération pour légitimer la présence de la France en Afrique. On a des questions à se poser. Mais n'est-il pas normal de voir la France s'imposer au niveau de cette organisation, vu que peut-être c'est lui le bailleur principal? C'est lui qui fournit les logistiques, etc. Non, pas en réalité normal du point de vue bailleur, mais du point de vue en réalité pour asseoir sa domination dans ces pays-là. C'est comme ça qu'il faut le dire en réalité. C'est justement pour dire que je suis toujours là. Je ne pars pas. C'est de ce côté-là qu'il faut voir les choses, mais pas en tant que bailleur. Parce qu'on sait que quand on finance ou quand on sort de l'argent, mais ce n'est pas pour faire plaisir aux yeux des Africains. Ce n'est pas pour faire de plaisir, mais justement pour asseoir sa domination et défendre certains intérêts. Mais même du côté du financement,
il faut se demander, le financement, est-ce que ça a atteint le souhait souhaité au départ? Mais même pas. Justement, ce qui fait qu'Idriss Déby, lorsqu'il était présent au départ, il avait dit que, en fait, si on part dans ce projet-là, nous n'aurons pas de financement. C'est pourquoi, s'il n'y en a pas de financement, moi, je ne pars pas. C'est ce que le président Idriss Déby a dit. Une fois de plus, je est-ce que le pays du G5 Sahel n'était pas capable de financer tout seul donc, cette organisation? En réalité, capable, oui. Mais comment? C'est ça la question en réalité. Quand on voit les ressources extraordinaires dont disposent ces pays-là, est-ce qu'on peut dire que ces pays ne sont pas capables? Et effectivement, on est dans un monde qui est là et ici émaillé par des tensions. On peut le comprendre. Et il faut une sorte de coordination et de coopération avec les autres États pour pouvoir s'en sortir. Mais ce n'est pas une raison d'en faire les autres de bailleurs principal et d'asseoir leur domination. Parce qu'on a l'habitude de dire que la main qui donne, c'est celle qui domine. Donc, on a des ressources extraordinaires. On coordonne. Mais quelles sont les relations entre le G5 et la CEDEAO? Les relations entre le groupe donc, de ces pays-là et la CEDEAO, il n'y a pas de relation en tant que telle, entre guillemets. Des relations, peut-être des relations un peu de manière assez furtive, mais pas de relations très puissantes en tant que telles. Parce que déjà, on sait que le G5 Sahel concerne que 5 pays. On se souvient même que l'Union africaine, au départ, était réticente pour même reconnaître le G5 Sahel. C'est en 2017 que par le biais de la force conjointe qu'on a reconnu le G5 Sahel dans ce qu'on appelle l'APSA. Même l'ONU implicitement. Mais considérez-vous comme une sorte de faillite de la part de l'Union africaine ou bien de la part de la CEDEAO en tant que communauté ayant une force aussi militaire qui n'a pas satisfait donc, la demande en termes de sécurité dans cette raison-là? L'Union africaine n'a pas de force en tant que telle. Il y a ce qu'on appelle les forces d'attente. Mais ils n'ont pas de force en tant que telle pour pouvoir le déployer sur le terrain. Mais cela dépend également de la volonté des États ou de l'Union en tant que telle. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui manque, c'est de la volonté. On sait que ces pays sont menacés tout le temps. Mais pourquoi ne pas prendre des actions concrètes allant dans le sens de venir en aide à ces pays-là? On peut se demander des questions. L'Union africaine ne dispose pas également de moyens, entre guillemets, parce qu'ils se disent toujours qu'il y a le financement qui vient de l'extérieur, etc. On a des droits. Mais l'Union africaine pourrait même financer cette organisation-là. Bien sûr. 54 pays, entre guillemets, qui partagent en tout cas une institution, avec tous les moyens dont dispose chacun si on le prend de côté. Si on réunit nos efforts, pensez-vous pas qu'on peut s'en sortir? Peut-être c'est de l'argent en fait. C'est de là? Ils ne voulaient pas compromettre les intérêts de la France. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, il faut se demander également une autre question. On ne veut pas endiguer le terrorisme en Afrique. Pourquoi? Moi, je vous l'ai dit. Pourquoi? Regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine. La Russie attaque, entre guillemets, l'Ukraine. Les Occidentaux se sont mobilisés avec des moyens matériels, avec des moyens humains, de l'argent pour pouvoir soutenir l'Ukraine, pour repousser la Russie. Mais moyens humains, non, est-ce qu'on peut expliquer dans ce contexte-là un moyen humain de la part des Occidentaux? D'autant plus que les forces militaires de l'OTAN ne sont pas toujours entrées en contact. Non, je ne parle pas de ces forces-là, mais quand je dis moyens humains, je fais justement allusion aux interventions en réalité de certains officiels, le fait de soutenir la mobilisation en réalité. Mais même il y a des interventions humaines, mais pas de la part des États, individuellement. On a vu certaines personnes se sont engagées volontairement pour soutenir l'Ukraine. Mais là n'est pas la question. Mais quand on voit ce qui se passe en Ukraine, mais pourquoi on ne peut pas le faire ici en Afrique si on a la volonté d'endiguer le terrorisme en Afrique? Le terrorisme existe en Afrique depuis 2 années. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à endiguer ces phénomènes-là. Alors que les Occidentaux, une année et quelques mois, on arrive à déployer des milliards et des milliards de dollars pour soutenir un pays qui est, entre guillemets, attaqué par une puissance.
Mais pourquoi ne pas le faire ici? Il n'y a pas tout simplement la volonté et on ne veut pas endiguer le terrorisme en Afrique. Ça, c'est clair. Et justement, ce qui nous pousse à poser la question de savoir à qui profite le terrorisme. À qui profite le terrorisme? Mais ça profite les Français. Pourquoi? Ça profite les Occidentaux. En réalité, si l'Afrique est déstabilisée, ça pourrait légitimer déjà des interventions extérieures, Barkhane et autres. Ça pourrait également... Mais Barkhane est morte. Pas morte. Takuba est mort. Barkhane n'est pas mort. Barkhane n'est pas mort. On a juste redéployé en quelque sorte parce qu'on a eu des problèmes avec le Mali. Le Mali ne veut plus des Français. Oui. Donc, Burkina Faso aussi. Le Burkina Faso ne veut plus des Donc, Français. Où est cette force-là? Niger et au Tchad. On a déployé ces forces-là. Même si pour certains ce n'est pas le cas, pour certains on a déployé ça au Tchad, dans le nord et au niveau du Niger. Donc je reviens à ma question, à qui profite le terrorisme? C'est les Occidentaux. Quand l'Afrique est déstabilisée, ça profite à qui? Ça profite aux Occidentaux. Ils vont, entre guillemets, venir nous, sous prétexte d'aide, nous encore exploiter. Ils viennent encore sous prétexte d'aide soutenir et endetter nos pays. Et par la suite, nous nous retrouvons avec des dettes exorbitantes, avec des ressources pillées, avec, entre guillemets, etc. etc. Donc, est-ce que vous voyez la vraie raison donc, de l'existence du G5 Sahel? En réalité, le G5 Sahel, à mon humble avis, ça ne doit pas exister normalement. Ça ne doit pas exister normalement. Parce que si on a un groupe qui se veut un cadre institutionnel de coopération et de suivi de la coopération régionale en matière de sécurité et de développement, il n'y a pas une sorte d'entente entre eux. Il n'y a pas de coordination. Alors que le principal objectif, c'était coordination. Il n'y a pas la coordination entre ces États-là. Ils n'ont pas les moyens, entre guillemets, encore une fois de plus. Ils ne mènent pas des opérations d'une grande envergure pour endiguer le terrorisme dans le continent. Mais c'est quoi le but en réalité? C'est quoi l'objectif dans ces cas-là? Donc, le G5 Sahel a été créé pour vous dans un contexte lacunaire. Dans un contexte lacunaire et pour toujours appuyer et légitimer la présence française en Afrique. Aujourd'hui, on a vu aussi un autre phénomène. C'est le Mali qui n'est plus membre donc, du G5 Sahel. Mais qu'est-ce que cela fait? Il faut se demander pourquoi le Mali a quitté le G5 Sahel. 2021, la présence en exercice du G5 Sahel est assurée par le Tchad. Le président Déby, moi, son fils vient, Mohamed Idriss Déby, non. Un coup d'État. Mais est-ce que dans ces contextes-là, on peut organiser donc, ou bien réorganiser le G5? Mais le G5 n'a pas besoin de son existence, en tout cas une réorganisation. Le G5 et le G5 Sahel étaient là, bien organisés. Donc je disais, la présence tournante est assurée entre-temps par le Tchad. Le fils du président Idriss Déby, qui a fait un coup d'État, avait assuré donc la présence en exercice. Février, normalement, est prévue une session ordinaire à Bamako pour passer justement la présence tournante au Mali. Mais pourquoi le Tchad a refusé de passer la main aux Maliens? Pourquoi le Tchad avait refusé de passer la main aux Maliens? Parce qu'entre-temps, le Mali et la France ne parlaient pas le même langage. Justement, le Mali avait demandé aux Occidentaux, aux Français de quitter le territoire. Il y a la pression de la France. Bien sûr. Et là aussi, je dis pour parler comme Cheikh Kogela Maïga, la France elle-même a quitté. Même s'il y a le souhait des Maliens de partir, donc ils ont quitté. Les autorités avaient demandé donc que la France quitte. Mais comme la France ne parle plus le même langage avec le Mali, on fait pression pour isoler les Mali. On l'a fait du côté de la CEDEAO, avec les sanctions lourdes, illégales et illégitimes. Parce qu'il y a les décisions de la justice de l'UEMOA également qui demandaient un sursis à exécution. Les dirigeants n'ont pas accepté ça. Donc c'est illégal et illégitime. On veut faire coûte que coûte isoler le Mali, l'Union européenne, les autres pays occidentaux, etc., etc. Il y a de ce côté le G5 Sahel qui est là. On doit passer normalement la main au Mali. Mais le Tchad refuse de le faire parce que certains États se sont opposés. Et quand on dit ça, moi je pense automatiquement au Niger de Mohamed Bazoum. Parce que épaulé par la France. Mais est-ce qu'au sein du G5, il y a le veto?
Parce que je ne peux pas comprendre 1 ou 2 pays. Le G5 aussi, c'est 5 pays. Oui. Exactement. Non, en fait, pas en termes de droit de veto. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les décisions des chefs d'État qui les prennent pendant les conférences. Pendant la conférence donc, de session ordinaire de N'Djamena, les chefs d'État ont décidé que la prochaine session ordinaire du G5 Sahel va se dérouler à Bamako. Donc c'est une décision qui devient exécutoire, qui doit être prise en compte et exécutée obligatoirement, parce que ce sont les chefs d'État qui se sont exprimés. Donc on doit passer la main au Mali et en rester là. Mais les chefs d'État, le président nigérien Mohamed Bazoum, le président, on sait que tous ce sont des larbins de la France. Excusez-moi pour le langage. Ce sont des larbins de la France. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, ou bien il est probable que le Mali retourne donc, pour intégrer... Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Le Mali ne va pas retourner dans ce groupe-là. Alors quel sera l'impact? L'impact, il est là. Vous savez que dès que le Mali a annoncé le retrait, le président Mohamed Bazoum avait dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que le G5 Sahel est mort. Pourquoi? Parce que lui, il considère que déjà avec ce qu'on avait comme État, il n'y avait pas de résultat. Et si le Mali arrive à quitter, mais c'est qu'il y a beaucoup d'impact. Le Burkina aussi est à la porte. Le Burkina aussi. Le Burkina est également à la porte, entre guillemets. Donc, maintenant, sur le plan formel, on parle de G5. Mais sur le plan du fond, on est à G4, voire G3. G3, oui. Donc, c'est le plan formel qui est toujours là, parce que c'est écrit dans les textes, etc. Mais sur le fond, on est à G4 ou à G3, voire. Donc, le Burkina Faso également est à la porte, comme vous l'avez dit tantôt. Et donc, les conséquences sont énormes. Le G5 Sahel ne peut plus fonctionner normalement. Déjà qu'il n'arrivait pas à fonctionner régulièrement. Donc, vous parlez de mauvaise gestion. Entre autres. Malheureusement, on aimerait bien continuer le débat, mais c'est ainsi que nous allons mettre à terme donc, cette discussion. Je vous laisse parler, bien nous communiquer votre dernier mot pour qu'on puisse clôturer le débat. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Déjà, vous remercier tout simplement pour l'opportunité, comme je l'ai dit, de nous donner pour exprimer nos opinions sur des questions qui touchent les intérêts de notre continent, de nos pays, entre autres, etc. Et appeler tout simplement à la jeunesse, parce que quand on parle de continent africain, aujourd'hui, c'est la jeunesse. Donc, que la jeunesse, en réalité, prenne les choses en main, comme c'est fait d'ailleurs au Mali ou au Burkina Faso, et de faire de l'Afrique ce qu'elle aurait dû être depuis fort longtemps. Merci beaucoup. Donc, vous incitez donc à la jeunesse, une jeunesse responsable et digne, une jeunesse africaine consciente. Voilà, c'est ici que nous allons mettre à terme donc, notre débat. Mais avant de boucler la boucle, j'aimerais bien vous rappeler le thème. Nous discutions sur la situation préoccupante du G5 Sahel avec notre ami, camarade, donc auditeur, Kelly Sakin Ouardougou. Vous êtes juriste en formation, vous êtes étudiant en 3e année de droit public à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, membre de plusieurs associations et aussi membre et conseiller de la coordination des étudiants étrangers de Saint-Louis. Vous êtes tchadien de nationalité. Merci beaucoup, chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité. Merci beaucoup.